voir un petit message qui s'affiche. Voilà, n'hésitez pas tout au long donc, du webinaire à poser vos questions dans le petit outil de discussion en fait, du webinaire, et à la fin, on centralisera tout pour réussir à vous apporter des réponses. Après, sur la fin aussi, vous pourrez éventuellement prendre la parole en levant la main sans difficulté. Donc, au niveau des intervenants aujourd'hui, moi, je suis Estelle Borriès du CAPS Bretagne. Je suis accompagnée de 2 collègues que vous ne voyez pas forcément, mais qui gèrent les questions, le chat, etc. Donc, Silène Chauffour et Marina Bouget. Donc, nous avons la chance d'avoir des membres du collectif de lutte contre la dénutrition qui vont intervenir et qui donc se présenteront eux-mêmes. Et en tout cas, on a Éric Fontaine, Agathe Reynaud-Simon, Robin Troutot et Jeanne Béranguier. Et puis, nous avons 2 établissements qui vont partager avec nous en fin de webinaire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire éventuellement cette année pendant la semaine de la dénutrition. Donc, le centre hospitalier, des professionnels du centre hospitalier de l'Est-Neuvin et du groupe hospitalier de Bretagne Sud. Donc là encore, c'est pareil, ces professionnels-là vont se présenter. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser la parole aux personnes du collectif que je remercie encore d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Merci beaucoup Estelle. Donc là, j'en ai fait partager mon écran et laisser le professeur Éric Fontaine commencer cette présentation de la Semaine nationale de la dénutrition 2023. Merci, bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter cette nouvelle semaine. Alors, on va faire ça en 4 temps. Moi, je vais vous faire un petit rappel et un petit focus sur le muscle, Agathe sur les conséquences, et puis Jeanne et Robin sur les outils et ce qu'il faut faire pour s'inscrire à cette semaine. Diapositive suivante. Alors, Jeanne, voilà, merci. Alors, les enjeux nutritionnels, en fait, quand on discute avec les gens, ils comprennent assez vite que les besoins nutritionnels d'un enfant ne sont pas forcément les besoins nutritionnels d'une personne âgée, voire encore moins d'un malade. Et pourtant, le problème, c'est que vous savez tous qu'on est bombardé par les mêmes messages qui sont parfois contre-productifs sur la lutte contre l'obésité, et que bien sûr, ces messages, il faudrait que les gens comprennent qu'ils s'adressent essentiellement aux adolescents et aux adultes jeunes, mais que quand un adulte il est un petit peu moins jeune, et surtout quand il commence à être malade, et s'il n'est pas malade de son obésité, le surpoids n'est pas forcément un problème, voire parfois même une solution. Et donc, quand on est un adulte un peu malade, le risque de la dénutrition, il existe. Et quand on est vraiment très malade et qu'on est une personne malade ou dépendante, la dénutrition, il faut la traiter. Diapositive suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut manger en réalité, il y a 2 raisons. La première, c'est parce que nous sommes constitués de molécules que nous avons mangées à partir du moment où on est né. Il n'y a rien qui arrive autrement que par la bouche, et que pour se construire, il faut des briques, il faut des tuiles, il faut du bois, il faut construire la maison. Alors évidemment, c'est évident en phase de croissance, mais quand on n'est plus en phase de croissance, on a constamment besoin quand même de refaire un peu la peinture, les tapisseries, l'électricité. Donc, même quand on n'est plus un jeune en croissance, on a besoin d'apporter, entre guillemets, des briques pour continuer à ce que la maison soit en forme. Et puis, la maison, il faut qu'elle fonctionne. Et donc, il faut des calories. Alors, diapositive suivante, les calories qu'on mange et les calories qu'on stocke, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur le camembert de gauche, vous voyez le nirvana diététique. On mangerait normalement à peu près 50% de glucides, 35% de lipides et 15% de protéines. Mais lorsque l'on stocke ça, au moment où on a besoin, par exemple, de consommer plus que ce qu'on mange, ce qui est typiquement le cas quand on est malade, eh bien, le stock, c'est le camembert de droite. Et là, vous voyez que c'est complètement différent. Nos stocks d'énergie, c'est principalement des lipides et puis des muscles, et il n'y a presque pas de stock de glucides. Donc, diapositive suivante, nos réserves, c'est ça. Voilà, c'est du jambon avec de la graisse et des muscles. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Diapositive suivante.
Il faut comprendre que, alors ici, vous avez entre guillemets un jambon humain, hein, c'est une image en résonance magnétique. Hein, vous voyez le muscle au milieu et puis la graisse autour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, la graisse, c'est beaucoup d'énergie stockée, c'est parfait, mais que les muscles, on est de temps en temps aussi, ils sont aussi utilisés pour des raisons énergétiques. Et quand on consomme ces muscles, eh bien, on baisse deux choses. On baisse ses défenses immunitaires parce que là, c'est difficile de vous l'expliquer, mais il faut me croire. Il y a un lien très vieux, très connu entre la masse musculaire et les défenses immunitaires. Et donc, quand on perd du muscle, on se défend moins bien contre les maladies, ce qui explique que certaines maladies bénignes deviennent mortelles. Et puis, le muscle, c'est de toute évidence, bien sûr, la mobilité. Quand on perd du muscle, eh bien, on peut tomber, on peut se casser un os. Et quand on est une personne âgée, c'est tout à fait le début de la dépendance. Diapositive suivante. Et le souci, c'est que vous voyez deux personnes de même index de masse corporelle, c'est-à-dire même poids, même taille et même sexe, à 25 ans et à 63. Et vous voyez que le souci, c'est qu'avec l'âge, on perd du muscle et on le transforme en graisse. Tout ça pour dire qu'à poids identique, une personne qui vieillit a déjà moins de réserves de muscles qu'une personne jeune. Et donc, on part avec moins de stock. Diapositive suivante. Et c'est vrai aussi, même, et c'est tout le paradoxe, c'est vrai aussi même quand on est obèse. Ici, ce que je vous montre, ce n'est pas du jambon, hein, c'est des coupes de scanner au niveau du ventre. Et ce qu'on vous montre en rouge, c'est la surface musculaire. Et là, vous avez deux individus, pareil, de même corpulence, si on regarde l'index de masse corporelle. Mais vous voyez tout de suite que l'individu B, il est gras, mais il a sorti beaucoup de muscles, alors que l'individu A, c'est celui qu'on appelle l'obèse sarcopénique, c'est-à-dire qu'il a encore plus de graisse, mais surtout beaucoup moins de muscles. Et celui-là, il est tout à fait à problème. Et c'est vraiment la difficulté, c'est que quand on voit quelqu'un qui est gros, on pense qu'il ne peut pas être dénutri. Donc, vous voyez très clairement, on peut avoir la double peine, celle de l'obésité et de la dénutrition. Si on admet que la dénutrition, c'est une perte de muscle. Diapositive suivante. Alors, un muscle qui ne travaille pas est un muscle qui fond. Alors là, vous voyez Thomas Pesquet qui est en train de faire de l'exercice physique dans la station orbitale. Vous voyez l'ordinateur en haut qui vole parce que donc, ils sont en apesanteur et donc pour que les muscles continuent à travailler, puisqu'ils n'ont plus à porter les individus, eh bien, ils font des exercices contre résistance, hein, contre des résistances mécaniques, puisqu'il n'y a plus le poids pour faire ça. Et donc, diapositive suivante, il faut quoi pour garder du muscle ou pour en reprendre, et c'est tout à fait faisable, dans certaines conditions en tout cas, eh bien, il faut faire de l'activité physique et il faut manger des protéines. Je vous ai mis ici de la viande, ça aurait pu être des œufs, du poisson ou des laitages. Un petit peu plus difficilement des protéines végétales, mais c'est faisable, mais en théorie, un peu moins en pratique quand on est malade. Et donc, voilà, c'est quelque chose de réversible. Diapositive suivante. Et donc là, c'est Agathe qui, normalement, doit prendre le relais. Très bien, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, la dénutrition, ça concerne les enfants, ça concerne les adultes, ça concerne les personnes âgées. En termes de nombre, c'est beaucoup les personnes âgées. Et moi, je vais faire le focus sur la dénutrition des personnes âgées. Alors déjà, remettre les prévalences de la dénutrition sur l'écran. Quand une personne âgée, j'appelle plus de 65-70 ans, habite à domicile, finalement, la prévalence de dénutrition en termes de pourcentage, elle n'est pas très élevée puisque c'est 5 à 10%. Pour autant, comme la population âgée est nombreuse en France, ça représente quand même 600 000 personnes qui sont à domicile et pour lesquelles il faut qu'on identifie cette dénutrition. Donc, ça pose vraiment la question du dépistage, de la sensibilisation à la question de la dénutrition, raison pour laquelle on fait aussi cette semaine nationale de la dénutrition. On peut les identifier peut-être un peu plus facilement parce que si elles ont des aides professionnelles à domicile, puisque la prévalence de la dénutrition, elle augmente jusqu'à 25% à ce moment-là. À l'hôpital, les personnes de tout âge, au moins une personne âgée sur deux, entre 35 et 60%. Et puis en EHPAD,
les chiffres sont à peu près à 35%, ça dépend des outils, ça peut être plus aussi. La prévalence est élevée parce que ce sont des personnes qui sont très âgées et puis très malades et dépendantes, et donc tous les facteurs de risque de dénutrition sont rassemblés pour avoir de la dénutrition. Et puis, ce qui est important, c'est que le risque de dénutrition est très associé au risque de dépendance. Souvent, les deux sont intimement liés chez les individus. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Alors, où que ce soit à domicile, en EHPAD ou à l'hôpital, mais c'est ça qu'on voit assez systématiquement à l'hôpital, quand on est malade, on a toutes les bonnes raisons de perdre du muscle. Et la dénutrition, c'est une question de perdre du muscle. Donc, quand on est malade, le plus souvent, on est immobilisé. Et même à l'hôpital, d'ailleurs, les gens passent beaucoup trop de temps dans leur lit. Mais quand on ne bouge pas, les muscles fondent. Il n'y a pas beaucoup d'appétit quand on est malade ou qu'on soit. Et à ce moment-là, on n'apporte pas les briques, les protéines nécessaires. Et donc, là aussi, c'est une bonne façon de perdre des muscles. Et souvent, les pathologies sont associées à une inflammation. Et pendant l'inflammation, il y a ce qu'on appelle un hypercatabolisme musculaire qui va libérer les protéines, les acides aminés à partir des muscles. Donc, on a vraiment là le modèle parfait pour construire et pour favoriser l'apparition d'une dénutrition et de la dépendance aussi, parce qu'on sait que chez les personnes âgées, bien 35 à 60% d'entre elles perdent de l'autonomie pour les actes de la vie quotidienne à l'hôpital, et ce n'est pas toujours facile de récupérer cette autonomie après. Prochaine diapositive. Donc, dénutrition et dépendance sont très intriquées. La dénutrition va favoriser la perte d'autonomie par la perte de muscles, la diminution de la mobilité, le nombre de chutes, les infections, les hospitalisations. Et la perte d'autonomie, finalement, par le biais de la sédentarité, de la perte de l'appétit, des modifications dans le choix des alimentations, va favoriser la dénutrition. Et donc, finalement, pour rompre ce cercle vicieux, il faut à la fois faire une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge de la perte d'autonomie, y compris et surtout pour la motricité, le muscle, la kinésithérapie, etc. Et puis finalement, il y a un troisième facteur qui n'est pas illustré ici, c'est les maladies causales. Prochaine diapositive. Alors, Éric Fontaine a montré Thomas Pesquet dans une station spatiale. Moi, je suis restée sur Terre. Je vous montre des petites personnes qui ont l'air petites sur la photo, de taille normale autrement, qui font de l'activité physique dans des protocoles et des programmes d'activité physique adaptée de prévention de la fragilité et de la dénutrition, la prévention de la dépendance aussi. Et en fait, il a été bien montré chez les personnes âgées que l'exercice physique permettait d'améliorer la force musculaire. La force, le muscle, c'est un organe qui est assez résilient. On est capable d'augmenter vraiment énormément sa force musculaire, même quand on est vieux. Ça permet d'améliorer la vitesse de marche, qui est un marqueur de fonction musculaire, la capacité à se lever d'une chaise, la capacité à monter des escaliers. Et certains protocoles d'activité physique montrent même une diminution des chutes. Ce qui est important, c'est de savoir que la prise en charge nutritionnelle, elle est efficace. Ce serait pas si intéressant de faire des campagnes d'information sur la dénutrition si ce n'était pas une maladie qu'on pouvait soigner et soigner de manière efficace. On sait que la prise en charge nutritionnelle permet d'améliorer déjà le statut nutritionnel et en particulier le poids. On sait aussi qu'à l'hôpital, ça permet de diminuer les complications médicales et chirurgicales et aussi de diminuer les hospitalisations quand on est à la maison et quand on a déjà été hospitalisé, de diminuer les réadmissions à l'hôpital. Dans certaines études, on a vu aussi des diminutions de la mortalité, mais elles n'ont pas été retrouvées de manière homogène dans toutes les études et pour toutes les populations, y compris les personnes âgées. En tout cas, on peut améliorer la qualité de vie des personnes âgées avec la prise en charge nutritionnelle. Merci beaucoup, Agathe et Eric, pour votre présentation. Du coup, moi, je suis Jeanne et je suis la coordinatrice de la Semaine nationale de la dénutrition 2023. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit rappel du concept de la semaine et comment on fait pour participer et pourquoi. Alors, du coup, la Semaine nationale de la dénutrition, c'est une semaine d'action dans toute la France
avec différents acteurs qui viennent du secteur associatif, du médico-social, du sanitaire, pour lutter contre la dénutrition. Donc en fait, la semaine, c'est un ensemble d'actions qui sont faites sur tout le territoire français. Ça se passe du 7 au 14 novembre. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la slide, on a différents soutiens institutionnels. La semaine s'adresse à qui, du coup? Ça s'adresse aux entreprises, associations, professionnels de santé, établissements médico-sociaux, établissements d'hébergement. En général, disons que si vous voulez vous engager dans la lutte contre la dénutrition, vous pouvez le faire, peu importe la structure à laquelle vous appartenez. On n'est pas regardant sur ça. Pareil pour les actions. Les actions que vous pouvez faire au cours de la semaine, ça peut être des actions que vous faites déjà au quotidien et vous les valorisez. Et du coup, vous pouvez en faire une sur la semaine. Ça peut être des actions de prévention, de dépistage, des actions culinaires aussi, des actions pendant les repas, de la formation, de la sensibilisation, de la communication. Et par exemple, aussi des ateliers d'activité physique adaptée. Comme l'a dit Agathe, c'est aussi une partie importante dans la lutte contre la dénutrition. Il n'y a pas de format type d'action forcément que vous pouvez faire. C'est à vous de choisir en fonction de votre structure, de vos moyens, du public aussi que vous voulez cibler votre action. Juste avant, donc du coup, lorsque vous avez une action, vous pouvez vous inscrire via le formulaire d'inscription qui se trouve sur le site du collectif. Vous allez décrire votre action. Suite à ça, vous allez pouvoir commander un kit de communication que Robin vous présentera juste après. Et ensuite, vous allez recevoir une labellisation. Donc, vous allez pouvoir recevoir le logo de la semaine, qui est un logo institutionnel qui se trouve juste en haut à gauche de votre écran. Et ensuite, vous allez pouvoir être référencé aussi sur notre carte interactive de France, ce qui est assez utile pour vous valoriser, vous visibiliser auprès de vos acteurs locaux. Pourquoi s'engager? On s'engage dans la lutte contre la dénutrition parce qu'on combat une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes en France, parce qu'on se mobilise du coup aussi aux côtés d'un vaste réseau de plus de 2000 acteurs qui peuvent aussi vous aider et vous accompagner dans la création de votre action ou dans votre engagement. Parce qu'on se forme du coup sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population. Là, Agathe a parlé des personnes âgées, mais la dénutrition, ça peut aussi toucher les enfants hospitalisés, les personnes en situation de handicap, les personnes en rémission. Donc, c'est assez vaste. Et parce que du coup, quand vous vous engagez dans la semaine, vous participez à la prise de conscience générale des enjeux de la dénutrition, ce qui est important puisque la dénutrition, c'est un enjeu de santé publique. Évidemment, lorsque vous vous engagez, le collectif ne vous laisse pas tout seul. On a beaucoup de ressources que vous pouvez mobiliser pour la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez un nouveau kit de communication pour 2023. Pour les anciens participants, vous verrez qu'il a beaucoup changé. On va également sortir fin septembre, début octobre, des guides d'action qui vont être dédiés à votre secteur. Donc, que ce soit un guide d'action pour le domicile, pour le handicap, pour les EHPAD, mais également aussi un guide d'action pour les hôpitaux. Comme ça, on peut vraiment répondre aussi à votre besoin et vous proposer des actions que vous pouvez mener lors de la semaine, mais aussi tout au long de l'année pour lutter contre la dénutrition. On va également mettre en ligne une plateforme de ressources qui en fait prend la forme d'un moteur de recherche assez précis avec filtre pour que vous puissiez trouver des ressources qui vont être référencées et validées scientifiquement par le collectif. Et sachant qu'en effet, il y aura un système de filtrage avec des profils et vous allez pouvoir vous inscrire en tant que diète, en tant que médecin coach, directeur d'EHPAD, proche aidant, pour vraiment trouver les ressources qui sont adaptées à vous. Et enfin, vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour mobiliser les ressources que le collectif a en interne ou même les membres du collectif, puisqu'on a un collectif de scientifiques, pour vous aider aussi à construire vos propres outils qui soient vraiment adaptés à votre action et à votre public. Bien, merci Jeanne. Robin Troutot, moi je suis responsable de projet pour la société qui accompagne le collectif de lutte contre la dénutrition dans l'organisation de la semaine 2023. Et donc je vais vous présenter rapidement les nouveaux kits de communication. On a commencé le travail par renouveler un petit peu l'identité visuelle du collectif et de ce travail-là a découlé l'élaboration de nouveaux outils. Slide suivante. Et donc, il y a une première chose à dire, c'est que vous pouvez commander ces kits de communication, comme l'a dit Jeanne, via le formulaire d'inscription à la semaine jusqu'au 22 septembre. Passé cette date, pas de panique,
Vous pourrez toujours vous faire labelliser et inscrire votre action au sein de la semaine, obtenir le logo de la semaine et être référencé sur la carte interactive. Mais vous ne pourrez plus commander les kits de communication pour les recevoir gratuitement là où vous vous trouvez. Vous les aurez toujours, mais en version dématérialisée et numérique, donc numérique et imprimable par vos soins. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc là, vous avez un exemple de 3 jeux d'affiches qui illustrent un petit peu la nouvelle dynamique qu'on a souhaité impulser pour la communication du collectif sur la semaine. Vous voyez là des affiches assez dynamiques avec des jeux de mots comme « mettons les bouchées doubles ». Slide suivante. On a réalisé de nouveaux flyers qui composeront les kits de communication. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la semaine et qui ont eu les outils en main, vous avez un flyer grand public qu'on a remaquetté, réécrit entièrement avec le collectif, et plusieurs autres outils, un flyer pour la communauté des soignants, un flyer centré sur le domicile pour les aidants et les aides à domicile. Slide suivante. On vous a préparé quelques slides qui vous permettent d'avoir un peu une idée de ce que vous aurez en main en novembre. Donc là, vous voyez une vision du flyer grand public. Slide suivante. Pour ceux qui connaissent encore une fois la semaine, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'encre pour faciliter la lecture. Vous retrouvez donc une définition simple de la dénutrition, les signes qui peuvent alerter sur la dénutrition, les risques qu'encourt une personne en situation de dénutrition, comment on prévient la maladie, et puis comment on y répond. Slide suivante. Vous retrouverez le même principe pour tous les outils, le même principe de 4e de couverture. Donc, vous retrouvez les données essentielles sur la maladie et une série de QR codes renvoyant vers des sites d'information des partenaires du collectif et ou de structures que le collectif a voulu mettre en avant particulièrement cette année. Slide suivante. Voilà, donc là, c'est le 12e outil centré sur le domicile. Slide suivante, merci. Et donc là, on est sur un discours plus centré sur le quotidien, avec, par exemple, les signes qui peuvent alerter un proche d'une personne qui peut être en risque de dénutrition. On prend l'exemple, par exemple, de la stratégie d'évitement des repas, des aliments périmés dans le frigo, enfin ça, tout un tas de signaux faibles. Et il est à souligner que cet outil a été réalisé aux côtés d'aidants pour être au maximum, pour coller au maximum aux réalités de leur quotidien. Vous retrouvez en 4e de couverture 3 QR codes, donc bien sûr le site du collectif. Le deuxième renvoie vers la plateforme, une petite plateforme de formation numérique gratuite de la Compagnie des aidants, qui est un partenaire traditionnel du collectif. Un outil didactique, efficace, très bien fait, assez simple de prise en main. Et un 3e QR code renvoyant vers la plateforme Ma Boussole Aidant, qui permet de géolocaliser les professionnels autour du domicile d'une personne aidée ou aidante. Un 3e outil pour la communauté soignante, on va passer rapidement. Le principe, voilà, c'est que c'est un niveau de discours plus technique, plus médical, qui a été réalisé avec la CPTS Paris 17, qui est une grosse CPTS de Paris. Donc, un outil réalisé aux côtés et pour les soignants. Vous retrouverez en 4e de couverture un QR code renvoyant vers, bien sûr, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en la matière. On a cette année souhaité muscler notre impact sur les publics en situation de handicap. Et donc, on a réalisé avec l'atelier Avenir API un flyer en facile à lire et à comprendre. Donc, il est un petit peu plus fourni que les autres flyers, étant donné que c'est la traduction du flyer grand public en une série de pictogrammes que vous voyez apparaître à l'écran. Il reprend exactement la même structure, la définition, les signes, les risques, et puis les actes de prévention et de prise en charge. Slide suivante. Voilà, on a aussi l'outil Paradé, qui est un outil d'autodiagnostic. Vous voyez une 1e et 4e de couverture voilà, et des dépliés à l'écran. Voilà le contenu. Donc, c'est une série de questions. Alors, pour ceux qui connaissent la semaine, ils connaissent déjà bien cet outil. Hein. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est une série de questions très simples,
Et en répondant à ces questions, vous obtenez une série de pictogrammes qui, additionnés, vous renvoient vers différents statuts en fonction de votre état au niveau de la maladie, si vous êtes plus ou moins à risque, en vous donnant quelques conseils pour agir en fonction de votre situation personnelle. Les flyers paradés et faciles à lire et à comprendre seront incorporés aux différents kits. Avant de parler, voilà, vous voyez à l'écran des kakémonos aussi, parce qu'un kit de communication, c'est des flyers, des affiches et un kakémono. Et donc, ils reprennent les principes graphiques des affiches qu'on vous a présentées plus avant. Vous voyez, voilà, on a conçu des outils plus neutres en fonction des spécificités locales et puis des contextes des établissements. Voilà. Donc, on a développé des outils plus institutionnels. Vous voyez l'affiche. Ensuite, voilà, le flyer avec une première de couverture plus neutre. Et puis, enfin, le kakémono avec les données essentielles que le collectif souhaite mettre en avant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les outils. Encore une fois, ils sont commandables jusqu'au 22 septembre. Ensuite, après le 22 septembre, vous pourrez toujours les obtenir jusqu'au moment de la semaine en version dématérialisée et imprimable. On met à disposition un drive dans lequel vous retrouvez tous les outils. Ce drive est en accès libre, bien sûr, gratuitement. Et vous retrouverez tous les outils pour communiquer à la fois sur les réseaux sociaux, pour imprimer vos flyers, etc. On remercie en tout cas le CAPS Bretagne pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je pense qu'en Bretagne, on est tous d'accord pour vous remercier d'avoir fait une communication qui parle du beurre, parce que ça nous parle ici. Donc, vous ne comptez pas pour du beurre. Je pense que nous, on va vraiment tabler là-dessus, voilà, sur cette communication-là. Donc, effectivement, voilà, là, on a une vision de ce qui se fait et du dynamisme au niveau national. Donc, notre idée pour terminer ce webinaire, c'était nous au niveau du CAPS, mais je vais essayer de prendre le moins de temps possible, de vous parler de ce qui se passe, nous, au niveau finalement régional, et surtout de laisser la parole à 2 établissements pour savoir ce qui peut se passer au niveau un peu plus local. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Alors, je vais partager en espérant que ça marche mieux que tout à l'heure. Vous me dites si c'est bon. Ouais. Donc, sur les actions en Bretagne, bon, je dis un mot sur le CAPS, mais vraiment, je passe rapidement parce que je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important. Nous, on est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Et du coup, pour ceux qui ont passé toute la première partie du webinaire à se dire « mais CAPS, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Coordination pour l'amélioration des pratiques professionnelles en santé. En clair, on travaille sur différents axes en lien avec la qualité des soins et la sécurité. Donc, j'ai des collègues qui travaillent sur les certifications, par exemple, et les évaluations externes pour les EHPAD. Notre objectif, c'est d'accompagner les professionnels et les établissements, que ce soit sanitaires ou médico-sociaux, sur différentes thématiques, dont la nutrition et en particulier la dénutrition. Et on est vraiment ravis sur cette thématique-là de travailler depuis le début de notre axe alimentation-nutrition avec le collectif qui fait partie de nos partenaires, au même titre que la HAS, l'ARS, France Asso Santé, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en Bretagne? Donc, nous aussi, on a un guide d'action, donc probablement moins abouti que celui qui va vous être proposé par le collectif. Mais effectivement, tous les ans, on vous fait parvenir un guide donc sur ce qui s'est fait l'année dernière en Bretagne. Et on a la chance d'avoir des établissements qui acceptent de partager avec les autres ce qu'ils ont fait, leurs outils. Donc, on va juste vous mettre dans le chat le lien pour que vous puissiez éventuellement aller le télécharger sur notre site internet si jamais vous n'avez pas été destinataire du mail. Donc, voilà, il y a 69 actions là dans celui de cette année. On va aussi proposer cette année une enquête de prévalence. Alors, on voit quand même en petit, on essaie de faire quelque chose de pas trop complexe. L'idée, c'est en fait de vous permettre d'animer un peu la semaine de la dénutrition dans votre établissement en sensibilisant les professionnels et du coup, en identifiant donc, un jour donné pendant la semaine de la dénutrition,
un secteur ou un service dans votre établissement et de se dire ce jour-là, on va en fait voir dans ce service-là combien on a de patients ou combien on a de résidents qui sont présents et sur le nombre, combien sont dénutris. Et dans l'idéal, combien présentent les différents critères, perte de poids, IMC, situation d'agression, diminution des ingestats, etc. Donc l'idée, c'était quand même pas de proposer une usine à gaz parce qu'une enquête de prévalence, ça nous intéresserait d'avoir des chiffres très complets sur la Bretagne, mais c'est complexe. Mais déjà, au moins, une première sensibilisation, on va dire. Et puis, voilà, vous, à la fois, ça vous permet d'animer la semaine et puis de vous donner quand même quelques chiffres. Et puis nous, sur la Bretagne aussi. Donc, si ça vous intéresse, il va y avoir une réunion d'information, nous, sur cette campagne-là, donc pour les établissements bretons, le 29 septembre. Donc, pareil, vous aurez le lien pour vous inscrire voilà, dans la discussion. Et puis, on proposera des webinaires. Donc, il y a celui d'aujourd'hui, bien sûr, et puis 3 autres webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire via le lien que Marina va mettre dans la discussion. Donc, sur les alimentations artificielles avec le professeur Ronan Thibault, qui est nutritionniste au CHU de Rennes. Ça fait quelques temps qu'on travaille avec le CHU de Brest qui ont complètement fait une refonte de leur offre alimentaire et qui maintenant s'est vraiment mis en place. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent partager avec vous finalement comment ça s'est passé et puis vous donner quelques informations. Donc, ça, ce sera le 9 novembre et en partenariat avec France Asso Santé et la Fédération nationale des associations de retraités, donc la FNAR, un webinaire où je n'ai pas un titre précis à vous donner, mais parce qu'on n'a pas complètement finalisé, mais plutôt à destination des représentants des usagers, des représentants des familles dans les CVS. En fait, l'idée, c'est je suis représentant des usagers, je participe au CVS, comment je peux m'approprier finalement cette question de l'alimentation-nutrition et mettre ça sur la table dans les différentes instances des établissements, puisqu'on est convaincu que pour avancer, on va avoir besoin du grand public, des usagers, des représentants des usagers pour que cette question de la dénutrition soit portée encore plus fort finalement. Et puis notre journée régionale, alors ce sera la 3e édition. On a eu la chance pour la première édition d'avoir le professeur Fontaine et puis l'année dernière d'avoir le professeur Renaud Simon, pardon, Agathe. Et du coup, cette année, on aura le professeur Pierre Jésus en début d'après-midi. Donc, il fait partie du comité scientifique de la semaine de la dénutrition. Donc, on en est très content. La thématique de cette année, c'est finalement la personnalisation de la prise en charge nutritionnelle. Comment, au sein de nos établissements, on donne la bonne alimentation aux bons patients, aux bons résidents. Donc, je ne détaille pas plus parce que l'idée, là, c'est vraiment que je passe plutôt la parole aux établissements. Mais c'est pareil, on vous met le lien pour vous inscrire. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à revenir vers nous au CAPS si vous avez besoin de plus d'informations. Je pense que j'ai bouclé mon PowerPoint. Alors, j'arrête le partage. Je donne peut-être la parole au GHBS pour commencer. Si vous êtes là, Dr Le Hénaf, on va partager le... C'est nous qui avons votre PowerPoint, donc on le partage. Ouais, c'est bon. Alors, je ne sais pas si on a... Non, si, je la vois, mais... Je la vois en ligne. L'équipe du GHBS, est-ce que vous êtes là? Enfin, vous êtes là, mais est-ce que vous nous entendez? On a un petit temps de latence. Bon, sinon, on va passer plutôt la parole à l'Esnevin, du coup. Elle est là, mais je... Sinon, Claire, on vous laisse partager votre écran. On va voir ce qui se passe du côté du GHBS en attendant. Alors, si on a perdu... J'allais dire si on a perdu tout le monde, mais non, je vois Claire. Oui, c'est bon là. Voilà. Bon, donc oui, moi, je suis diététicienne au centre hospitalier de l'Esnevin. Aujourd'hui, m'accompagne la responsable de restauration, Claire Gouriou. Et
Et on voulait faire un petit retour effectivement sur la semaine de la dénutrition. En fait, donc le centre hospitalier, c'est un centre hospitalier qui comprend 3 EHPAD et un pôle médecine nécessaire. En gros, on fabrique 1000 repas par jour en liaison froide. On a la chance d'avoir une cuisine sur site. Donc, on a un comité de liaison alimentation nutrition, un clan qui est très actif et qui a été créé en 2010. Mais auparavant, nous avions déjà commencé à travailler beaucoup sur la dénutrition parce que nous avons une population forcément à risque, hein, parce qu'on a des personnes en fin de vie dans le secteur médecine nécessaire. Et donc, on avait déjà créé un groupe de travail EPP dénutrition. Donc, il a été créé déjà pour essayer déjà d'avoir des pesées régulières. Enfin, on a vraiment les bases qu'on n'avait pas du tout, qu'on a mis en place. Et puis est arrivé le protocole de dépistage de HAS 2007 qui nous a permis vraiment de bien cadrer les choses, de créer un protocole et également de commencer une prise en charge adéquate, quoi. Donc, on a travaillé plusieurs années dessus. Et puis, en 2019, année 2019-2021, on a eu la possibilité de participer à l'étude nationale Maison gourmande et responsable, dans laquelle on avait des axes de travail intéressants. Alors, déjà, on travaillait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui était quand même quelque chose d'important et quelque chose qui nous tenait à cœur également. Mais surtout à améliorer la satisfaction des personnes âgées. Donc, on a beaucoup travaillé sur la présentation des repas, sur l'amélioration des textures et également l'axe diminution des personnes en dénutrition. Donc là, on a retravaillé de façon plus importante encore sur la dénutrition. On a introduit des compléments qu'on a travaillé en cuisine. Enfin, on a vraiment fait une démarche assez globale. Donc, en fait, la création de la Semaine nationale de la nutrition, pour nous, c'était presque une aubaine parce qu'en fait, on pouvait encore travailler davantage. Donc, on s'est inscrit tout de suite en 2020, en 2021 et en 2022. Alors, donc maintenant, je crois qu'il fallait que je passe rapidement pour pouvoir parler vraiment de ce qu'on faisait en action vraiment concrète. Donc, la première chose, c'est qu'on fait des réunions de préparation, évidemment. Donc là, pour l'année dernière, en tout cas, on est parti sur 4 réunions de préparation. Alors, on réunit en fait toutes les personnes qui sont relativement concernées. Alors déjà, évidemment, les référents clans. Donc, on a 4 référents clans dans l'établissement, une IDE, 3 AS et une officière. Les animatrices, donc on a 4 animatrices sur l'établissement, l'éducatrice à pas, la responsable de restauration et moi-même. Et donc là, en fait, on va essayer déjà de recueillir toutes les idées qui se présentent, mais on a eu avant, Claire, s'il te plaît. Avant. Et également, de voir ce qui est faisable, quoi, parce qu'au départ, tout le monde a beaucoup d'idées, mais on ne peut pas tout faire. Pour certaines choses, on est obligé de contacter des sociétés. On avait cette idée, alors je ne sais pas si... Parce qu'on a aussi utilisé les idées que vous avez dans le recueil que vous faites là sur le CAPS. Et on avait cette idée du vélo à smoothie. On avait trouvé ça sympa comme tout, sauf qu'on n'a jamais pu le mettre en pratique. Voilà, ça, c'est des exemples, par exemple, qui sont un peu tombés à l'eau. Mais sinon, donc, on travaille, on essaie de trouver des actions intéressantes. Et puis, on met en place, on fait un planning, on se revoit et voilà, quoi. Alors, pour les actions, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on fait des badges. On crée des badges. Donc, c'est là que j'ai mis les petits. Là, et ces badges vont être portés par tous les soignants pendant toute la semaine de la lutte contre la dénutrition. Alors, en action, en proprement parler, donc, on fait déjà la communication. Alors, une communication externe et une communication interne. Sur la communication interne, on a une partie soignant. Donc là, on va faire un quiz pour les soignants, pour voir un petit peu s'ils sont au clair sur la dénutrition et sur le dépistage. Et également, on avait fait un affichage dans tous les couloirs, enfin, dans tout l'établissement. Et ensuite, un question-réponse, en fait.
Alors des questions de base, hein, est-ce que vous pensez que les personnes sont dénutries à l'hôpital? Enfin voilà, des choses de base. Et ça permet aux personnes, le public, en fait, les familles qui passent de regarder et de s'informer. Et puis, la responsable de restauration, la Claire, et l'éducatrice APA avaient créé une vidéo également, une vidéo sur le dépistage et la prise en charge de la dénutrition sur l'hôpital de Lesneuvin. Et cette vidéo, on l'a mise en fait dans chaque site tout le long de la semaine pour que les familles qui sont présentes ou même les résidents là, passent regarder, les soignants également. Une vidéo qui a été beaucoup suivie. Une vidéo sur laquelle il y avait en fait une partie sport pour l'APA et pour la cuisine, en fait, la préparation des repas du matin jusqu'à la fin de journée, avec tout ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on réalise certaines entrées, certains plats, certains desserts et certains petits, par exemple. Ensuite, sur chaque site, donc en fait, chaque jour, on a changé de site et de cette semaine-là. Et sur chaque site, donc, on mettait en place des ateliers. Donc, on a mis, par exemple, moi, j'avais fait un atelier repas équilibré. Donc, on est parti, donc c'était une partie plus prévention finalement. Donc, on avait fait on avait pris des aliments qu'on avait plastifiés, des petites photos, on a plastifié, et puis les personnes faisaient un repas équilibré sur leur plateau. Bon, c'est quelque chose qui a bien marché, en tout cas pour nous. Alors, l'éducatrice APA, elle avait créé des petits exercices tout le long de l'après-midi, avec aussi un parcours de marche. Et puis, elle s'était dit que c'était bien qu'ils soient un petit peu récompensés de leurs efforts. Donc, elle avait créé un petit diplôme, là, attestation de participation, qui avait beaucoup plu aux personnes et aux familles qui trouvaient ça bien. Voilà. Alors, on voulait aussi, durant cette semaine, parler des nouveaux critères de dépistage. Et dans les nouveaux critères de dépistage, il y avait la détection de la sarcopénie. C'est quelque chose qui n'existait pas, qu'on n'utilisait pas. Et donc, on s'est dit, tiens, donc on avait acheté des dynamomètres, tiens, si on les utilisait, pour un petit peu comment c'était ressenti par les résidents. Ce n'est pas évident, en fait, de utiliser un appareil. Et donc, on l'a fait. Et donc, ça, c'est un référent clan, en fait, qui s'en est occupé. Et donc, il a proposé aux personnes, aux résidents, d'utiliser. Alors ça a remporté un succès fou parce que c'était « Ah ben moi, j'ai plus de force de toi ». Enfin voilà, c'était ça, une petite compétition finalement. Ça a très, très bien marché. Et maintenant qu'on utilise les nouveaux critères de dépistage, c'est vrai que moi, le dynamomètre, ça ne me pose pas de problème du tout. Au début, j'avais un peu d'appréhension, mais ça ne pose pas de problème. Les personnes le font facilement. Ensuite, il y a eu des activités un petit peu particulières en cuisine. Alors, peut-être, je te laisse pour la partie restauration, peut-être. Alors, du coup, on a ouvert la cuisine centrale, en fait, aux soignants, puisqu'on s'est rendu compte que les soignants ne savaient pas comment ça fonctionnait, s'imaginaient des petites casseroles et des petits fitous. Donc, et comment on montait une chaîne de plateau repas. Donc, on les a pendant 10 jours à peu près. Ils ont pu venir en cuisine et donc visiter des réserves jusqu'à la préparation des repas. Et ils avaient des horaires pour venir, donc ça a bien plu. On a également fait la même chose pour les résidents, les représentants des usagers, en fait, des résidents, en fait, qui sont venus également voir le travail et voir comment monter les plateaux repas et permettre aussi de se rendre compte du nombre de repas qu'il y a et pas forcément qu'il n'y a qu'un seul repas qui est que pour eux. Voilà, donc ça nous a permis de discuter. Puis ensuite, un temps d'échange avec les agents de la cuisine, avec les soignants et avec les résidents. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de liens, du coup, maintenant, entre la cuisine, les soignants et les résidents de ce fait-là. On a également fait une séance. En fait, on a mis en place une alimentation plaisir, ce qu'on appelle l'alimentation plaisir pour nous. C'est en fait un repas miniature, sucré actuellement, puisque le salé est en cours, mais sucré pour l'instant, pour des personnes qui sont, alors on l'ouvre à plusieurs personnes, hein, mais c'est soit en fin de vie, soit malades, soit qui ont un problème, enfin qui viennent de rentrer en EHPAD et qui, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, ils n'ont plus envie de manger. Et donc, on leur propose ce petit repas sucré qui arrive le midi ou le soir et ils mangent en quantité. Donc, il existe en repas normal et en repas haché complet
pour les différentes textures. Donc, ça plaît bien en tout cas, et c'est sur un temps donné, à partir du moment où le résident va bien et qu'il souhaite de nouveau avoir son repas, on lui redonne son repas normal. Donc voilà, tout est fait en cuisine. Donc, on a pris un panel de résidents, on a fait une dégustation et c'est eux qui ont dit ce qu'ils préféraient. Et on les a également fait goûter aux soignants ainsi qu'aux docteurs qui sont venus pour justement avoir aussi leur ressenti sur ça. Et par la même occasion, l'année dernière, on a également demandé, on a demandé à tous les résidents, donc nos 280 résidents, de réaliser le dessert d'une journée lors de la semaine de la nutrition. Donc, c'était une salade de fruits, donc salade de fruits géante sur 3 sites. Et donc, ceux qui pouvaient sont venus en salle d'animation. On réalisait la salade de fruits pour eux-mêmes et puis pour tous les résidents de chaque EHPAD, et qui a été servi le jeudi midi. Donc, ça a remporté un franc succès puisque les résidents, certains n'avaient jamais coupé de pommes, jamais coupé de bananes. Enfin, c'était vraiment un bon échange et vraiment, ils prenaient très soin pour que chacun puisse manger des petits bouts, pas des trop gros bouts. Enfin, c'était vraiment un moment très sympathique et ils ont vraiment beaucoup apprécié ce dessert qui, du coup, n'a pas été servi par la cuisine, mais par les résidents. Voilà ce qu'on a pu faire, en tout cas l'année dernière, sur la semaine de nutrition et qu'on va continuer cette année sur d'autres thématiques. Merci beaucoup. Quel dynamisme à l'Esnevin. Là, on voit que vous avez réussi à mobiliser une grande variété de professionnels et faire voilà, beaucoup de choses. Donc, un grand merci pour ce partage. Je vous laisse arrêter votre partage d'écran pour qu'on puisse enchaîner avec du coup, le GHBS. Et du coup, on a hâte de voir ce que vous allez faire cette année. Alors, Silène va partager l'écran et du coup, on vous laisse la parole au niveau du GHBS. Oui, merci de votre invitation. On a apprécié la présentation de l'hôpital de l'Esnevin. Donc, moi, je suis le docteur Audrey Lehenaf, médecin nutritionniste, et accompagnée de Madame Swazi Goupi, diététicienne sur l'Orient. Donc, nous exerçons sur le groupement hospitalier de Bretagne Sud et allons vous présenter donc quelques actions de sensibilisation déployées sur notre territoire de santé à l'occasion de la semaine de sensibilisation de la dénutrition. Donc, j'ai fait quelques diapos pour vous montrer où on se situait, où on travaillait. Donc, voilà, donc le groupement hospitalier de Bretagne Sud, on constitue le 3e établissement de public de santé de Bretagne après les 2 CHU que sont Rennes et Brest. Donc, nous sommes l'hôpital de référence sur notre territoire de santé numéro 3 en Bretagne, réparti entre le Finistère et le Morbihan. Donc, voilà, diapo suivante. Donc, voilà, pour être plus précis, c'est quoi? C'est le pays de l'Orient, une partie du centre-ouest de Bretagne, la partie sud-est du pays de Cornouailles avec Quimperlé, Pont-Aven, Banalex, Quer-Arzano et l'île de Groix. Donc, voilà, notre groupement, diapo suivante, notre groupement hospitalier, c'est le résultat de la fusion de plusieurs établissements de santé. On compte plus de 5000 professionnels répartis sur 16 sites, 9 communes, et cela représente plus de 4500 lits et places. Donc, diapo suivante. Nous sommes dotés d'un comité de liaison d'alimentation et nutrition, CLAN, depuis les années 2000, et de façon beaucoup plus récente, de son bras armé, donc une unité transversale de nutrition clinique, dont la mission est d'améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients et des résidents. Et donc, notre équipe se compose de 2 médecins nutritionnistes, moi-même et le docteur Gouzien. On a à peu près donc 18 équivalents temps plein diététiciennes qui sont réparties sur l'ensemble des sites et des services. On a une cadre diététicienne et on se réunit donc en interclan du territoire. Et donc, vous pouvez voir une partie de notre équipe sur la photo. Diapo suivante. Alors, à mon tour, je vais vous présenter les actions qu'on a pu mener jusqu'à présent au sein du groupement hospitalier Bretagne Sud. Donc, on a mené des actions aussi bien auprès des patients, des soignants que des familles également, notamment en mettant des stands dans les halls d'accueil avec certains outils à destination notamment des familles, comme le quiz de dépistage Parade et d'autres outils également, comme par exemple les critères de diagnostic de la dénutrition, donc le poids, la taille, qu'est-ce que l'IMC.
On a également fait des actions de sensibilisation sur les conséquences de la dénutrition auprès des soignants en leur présentant le hand grip pour mesurer la force musculaire, en faisant aussi un petit peu comme à l'ES9 ans un concours parmi les soignants. Également aussi avec des posters informatifs provenant du collectif de la dénutrition ainsi que de la SFNCM. Et également au niveau des mesures possibles à domicile comme en structure, avec le fractionnement alimentaire, des exemples d'enrichissement, la présentation des compléments nutritionnels oraux envers les familles, mais également les soignants qui parfois méconnaissent un petit peu ces produits qui évoluent en plus très, très régulièrement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Dans les services également, nous avons fait plusieurs points auprès des équipes, notamment des rappels sur les critères diagnostiques de la dénutrition qui ont récemment évolué, ses conséquences, les outils disponibles, des dégustations de produits enrichis, donc à la fois des produits enrichis que l'on fait au sein de la cuisine centrale, comme des potages enrichis ou des fromages blancs enrichis, mais également les compléments nutritionnels oraux qui ont mauvaise cote, on va dire, dans les centres auprès des soignants et permettent de les réconcilier puisque c'est eux qui les distribuent directement auprès des patients. Donc, l'avis des soignants compte beaucoup. Et également des ateliers culinaires. Alors, c'est plutôt au sein des EHPAD où, par exemple, il y avait eu un atelier qui avait été fait pour le petit déjeuner en utilisant des pains briochés hyperprotéinés en façon pain perdu, donc qui avait été fait auprès des soignants. On accompagne aussi les soignants sur le bon remplissage d'une fiche alimentaire, sur la prise des commandes de repas également sur nos logiciels de restauration, puisqu'ils ont la possibilité de commander des fromages blancs enrichis de la cuisine centrale, des riz au lait, des bouillies en complément des repas pour les patients en situation de dénutrition ou à risque également. Prochaine diapositive. Et on a également fait des actions au niveau du restaurant du personnel pour faire déguster nos produits enrichis dont je vous parlais tout à l'heure sur les potages enrichis et nos fromages blancs enrichis auprès alors à la fois des soignants mais également du personnel plus administratif aussi, qui parfois n'est pas dans les services et n'a pas connaissance déjà de ce qu'est la dénutrition et de ce qu'on peut proposer au sein de notre groupement hospitalier. Dans les halls d'accueil, on diffuse également des films de sensibilisation sur la semaine de la dénutrition pour, encore une fois, les familles des patients, les soignants, et des communications auprès de la presse locale et des radios comme le Ouest France ou le Télégramme. Merci beaucoup pour votre présentation. Là aussi, on voit que vous êtes très dynamique sur le territoire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques éventuellement. Déjà, on peut vraiment vous féliciter tous ensemble pour votre démarche qui a démarré bien avant la semaine de la dénutrition, mais qui a pris le train très rapidement avec le collectif sur la Semaine nationale de la dénutrition. Il y a beaucoup d'idées dans tout ce que vous avez présenté, beaucoup de choses qui ont été accomplies. Et c'est aussi un plaisir de voir que tous ces outils sont bien utilisés vis-à-vis à la fois du grand public, des EHPAD, des soignants. Voilà, je voulais juste vous dire un grand bravo et un grand merci. Oui, et moi, je voulais faire la même chose et vous dire, j'espère bien que vous allez vous inscrire pour cette année aussi. Hein. C'est sûrement déjà fait. J'espère bien. Vous avez des beaux outils tout neufs. Alors, moi, je me permets juste une petite question aux deux établissements parce que parfois, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment vous avez fait pour mobiliser et embarquer le maximum de professionnels du coup, dans votre démarche, dans les groupes de travail éventuellement, comme ça a été fait à l'IS9 ans. Enfin, voilà, comment... Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Je ne sais pas. Facile, ça ne l'est pas. Après, on n'est pas un établissement aussi grand que ça. On se connaît plutôt bien. On a un clan qui est quand même très actif depuis 2010, donc on est quand même à 13 ans. Donc, on se connaît, on travaille beaucoup depuis et tous les ans, on fait des actions, pas que depuis la semaine de la dénutrition. En fait. Ça prend un peu de temps, mais après, en fait, une fois que tout le monde est dedans, ça fonctionne bien. Je ne sais pas ce que tu dis, Claire.
Je dirais que en fait, comme quand on arrive, en fait, on y arrive aussi après les animatrices et les référents clans, parce qu'on est là aussi pour les résidents et que tout ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent bien et qu'ils aillent mieux. On a vu les effets du Covid sur eux et c'est vrai qu'ils ont été mis en chambre pendant plusieurs semaines. Et au retour, c'était leur redonner cette envie un peu cette joie de vivre qu'ils avaient perdue. Et donc, du coup, se dynamiser nous aussi et faire en sorte que, voilà, qu'ils soient contents de nous voir, d'aller les voir. Et ils sont souvent contents de nous voir. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Le rapprochement entre les résidents et la cuisine fait énormément. Ouais. Parce que du coup, finalement, les soignants sont plutôt embarqués, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, à Lorient? Pour ma part, je dirais non, effectivement, c'est difficile. Il faut ressensibiliser en permanence les équipes dans les services pour la peser. Ça paraît banal, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut vérifier le matériel. Donc, c'est compliqué, voilà, parce que on a une belle équipe de diététiciennes qui est répartie sur chaque service, et ce qui nous permet de sensibiliser les équipes au jour le jour. Mais non, c'est un combat effectivement du quotidien. Et je dirais aussi qu'il faut également se battre pour garder les moyens qu'on a, parce que la période actuelle de restriction budgétaire est difficile. Les hôpitaux publics sont fortement impactés et malheureusement, des choses qu'on a mises en place sur des années précédentes sont parfois remises en question. Donc, c'est très dur. Merci beaucoup. En tout cas, comptez sur nous pour mettre en avant toutes vos initiatives, essayer de vous soutenir autant que possible. Je sais pas, il n'y a pas de questions, je crois, dans la discussion. Écoutez, moi, je vais laisser le mot de la fin, je pense, au collectif, mais j'en profite quand même pour vous remercier encore les participants, les établissements qui sont impliqués cette année, et encore merci aux membres du collectif d'être à nos côtés là sur ce webinaire et d'avoir cette dynamique de semaine de la dénutrition. On est vraiment ravis de s'y inscrire au niveau du CAPS Bretagne, et voilà, je vous laisse plutôt à vous le mot de la fin. Écoutez, moi je vous remercie. Je sais que la Bretagne et les Pays de la Loire, c'est juste à côté, et que finalement, c'est deux parties de la France extrêmement actives. Donc, on vous remercie et on vous félicite, et on espère que vous allez faire encore mieux cette année que l'année dernière. Voilà, et donc, non, c'est super. Allons-y, il faut continuer maintenant. On est bien d'accord que c'est difficile. Ce que j'ai entendu juste avant, je le vis la même chose dans mon CHU aussi, c'est-à-dire qu'il faut toujours se battre pour qu'on ait le poids juste et puis pour garder son personnel. Et c'est un peu triste de se fatiguer juste pour rester à niveau. Et alors que c'est plus facile de se fatiguer quand on crée quelque chose de nouveau. Là, il faut se fatiguer autant juste pour regarder les choses. Bon, c'est terrible, c'est comme ça. Espérons que on en sortira de ce tunnel un jour. Et malgré tout ça, de continuer à se motiver et à faire des choses, c'est quand même ça qui est utile, quoi. Finalement, à la fin de tout ça, c'est est-ce qu'on est fier de ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on rend service à la population? Parce qu'on a fait ce métier pour ça, on n'a pas fait ce métier pour autre chose. En tout cas, quand on l'exerce dans le public. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Et ça, c'est une manière de prouver qu'on sert à quelque chose, quoi. Même si je suis d'accord que de temps en temps, c'est fatigant de se battre contre du sable. Et moi, j'ai un poids sur deux à l'hôpital qui est faux. Puis pas faux un petit peu, hein. Faux, c'est du 5 kilos de différence, hein. Donc voilà, il faut savoir que c'est comme ça partout et qu'il faut continuer il faut pas désespérer. Il faut y croire. Et en tout cas, la mobilisation de tous fait que la semaine de la dénutrition prend une ampleur qu'on vous doit à vous tous, et qui quand même maintenant a vraiment la reconnaissance du ministère de la Santé en particulier, qui nous soutient de plus en plus, qui nous accompagne. Et donc, tous ces efforts sont vraiment utiles et vont servir à l'ensemble de la communauté. Je pense qu'il faut partir en se disant ça. Voilà. Mais en fait, il y a un double intérêt à ça. Le premier intérêt, il est pour les malades. C'est-à-dire, finalement, si les gens comprennent que la dénutrition, c'est une maladie qui a un traitement, peut-être qu'il y aura plus de moyens pour la dépister et la prendre en charge. Et
en retour pour nous, finalement, nos équipes qui sont, je suis bien d'accord, quand c'est de la transversalité, on a l'impression qu'on peut s'en passer, eh bien, elles seront fortifiées par le fait que la population demandera ce soin. Et c'est ce que j'espère que dans quelques années, on n'aura pas à se battre pour juste garder une diététicienne ou avoir des balances qui pèsent juste, quoi. Mais que ça sera une évidence pour tout le monde, ce qui, on est bien d'accord, n'est pas encore le cas. Mais voilà, si on y arrive, ben, on aura réussi quelque chose. Et on l'aura réussi collectivement, hein, puisque par définition, c'est bien ça qui fait que c'est tout l'intérêt de cette semaine, c'est de fédérer tout le monde et que tout le monde a quelque chose à apporter au système. Donc voilà, il n'y a pas comme disait un de mes maîtres qui aimait beaucoup la musique et qui disait, il n'y a pas de petits concerts, il n'y a que de petits concertistes. Voilà. Donc, ça veut dire que tout compte. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.